Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mardi 9 juin 2026 et nous retrouvons notre cher ami, le lieutenant-colonel Anthony Aguilar. Ravi de te revoir, Tony. Merci. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être là et de pouvoir en discuter, parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses en ce moment. Oui, exactement. Je voudrais commencer par la dernière annonce de Donald Trump. Il a publié ceci. Je viens d'être informé par notre formidable armée que la nuit dernière, les Iraniens ont abattu l'un de nos hélicoptères Apache ultramodernes alors qu'il patrouillait au-dessus du détroit d'Ormuz. Il y avait 2 pilotes à bord. Ils sont tous les deux sains et saufs. Néanmoins, les États-Unis doivent, par nécessité, répondre à cette attaque. Et voici ce que nous avons appris du côté iranien. Ils affirment que l'hélicoptère américain ne volait pas au-dessus des eaux internationales et qu'ils réagiront de manière immédiate et décisive à toute attaque américaine contre l'Iran. Il semble donc que Donald Trump, comme il l'a indiqué dans ce message, envisage de réagir à ce qui s'est passé. Et quand on regarde la situation actuelle au Moyen-Orient, on sait à quel point tout cela est complexe. Mais quelle serait la réponse? Que diriez-vous si vous étiez conseiller de Donald Trump? Quelle devrait être, selon vous, la réaction face à ce que l'Iran vient de faire? Bon, d'abord, je veux donner un peu de contexte au public à propos de l'hélicoptère Apache et de cet incident. Apparemment, un tir abattu, peut-être par un drone. Alors, quand on parle de cet appareil en particulier, l'hélicoptère Apache est un engin d'attaque et de reconnaissance. Pour l'instant, je n'ai rien vu de la part du commandement central indiquant s'il s'agissait d'un Apache AH-64 américain ou d'un AH-64 Apache Longbow, qui est une version encore plus avancée que le modèle standard, avec davantage de capacités de surveillance et de reconnaissance. Donc, quel que soit le type exact, une chose est claire. Les hélicoptères n'ont pas de siège éjectable. Si vous êtes le pilote et que votre appareil est touché, vous ne sautez pas, vous ne vous éjectez pas. L'appareil est allé jusqu'au sol, donc il n'a pas explosé en plein vol. Il a été gravement endommagé, au point de s'écraser dans l'eau. Il est tombé dans le golfe d'Oman. On sait qu'il est tombé dans le golfe d'Oman, c'est confirmé par le CENTCOM. Le CENTCOM a indiqué que les 2 pilotes avaient d'abord été secourus par un drone maritime américain, donc ils étaient bien dans l'eau. En pilotant cet hélicoptère, ils ont soit améri à l'endroit où il a été touché, ce qui aurait été dans l'espace aérien et les eaux territoriales omanaises, soit il a été touché en Iran et tenté de rejoindre une zone sûre ou neutre dans les eaux omanaises plutôt que dans les eaux iraniennes. Mais au final, ce qu'il faut retenir, c'est que cet appareil menait des opérations militaires. Il n'était pas simplement posé sur une piste quelque part. Désolé de t'interrompre, Tony. C'était un A-64. Oui, je sais. Oui, l'hélicoptère AH-64 Apache existe en 2 versions. Il y a la version standard, et puis il y a celle qu'on appelle l'AH-64 Longbow, qui possède un système de surveillance supplémentaire. On peut facilement les distinguer parce que le Longbow a au-dessus de son rotor principal une grosse nacelle, un genre de dôme en forme de disque. Donc encore une fois, je ne sais pas s'il s'agissait du modèle d'attaque AH-64 ou du modèle de reconnaissance armée AH-64 Longbow. Je pense qu'il s'agissait probablement du Longbow, la version d'attaque et de reconnaissance, puisqu'il menait une mission de reconnaissance armée. Et puis, leur retour. Et souvenez-vous, il y a environ 1 semaine, les États-Unis ont frappé un pétrolier iranien avec un missile Hellfire tiré depuis un hélicoptère Apache. Ils mènent des missions de reconnaissance armée dans le détroit d'Ormuz, au sud du détroit, le long du Golfe. Donc si on prend en compte cet appareil abattu, si j'étais le conseiller du président, je regarderais la situation et je dirais « Très bien, monsieur, vous avez été clair. Votre ligne rouge pour une escalade, c'est la mort de soldats américains. Pas des blessés,
pas des hélicoptères, pas des avions, mais bien des morts américains. C'est à ce moment-là que vous envisageriez de reprendre directement les hostilités entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump, lui, déplace un peu cette ligne rouge et dit en substance, on ne peut pas laisser passer ça sans réponse. On ne peut pas rester sans réagir. Alors, si j'étais le conseiller du président, je déconseillerais toute frappe d'escalade. Je déconseillerais de relancer les hostilités avec l'Iran. Et j'inviterais à considérer la situation sous l'angle suivant. Très bien, nous sommes en guerre. Nous essayons de maintenir ce cessez-le-feu très fragile, à peine maintenu en vie, que Donald Trump continue d'affirmer être toujours en place. D'après les Iraniens, et d'après moi aussi, ce cessez-le-feu est terminé depuis longtemps. Il n'existe plus. Mais si Donald Trump veut donner l'impression qu'il subsiste encore un semblant de cessez-le-feu, alors il ne faut pas répondre à cela par de l'hostilité ou par des frappes. Si, au contraire, Donald Trump insiste en disant « Non, je dois montrer ma force, je dois frapper », alors je lui donnerai avant tout un conseil militaire. Viser des cibles à importance tactique, pas des cibles à portée opérationnelle ou stratégique. Je n'irai pas frapper l'île de Keshm. Je n'irai pas frapper l'île de Karg. Je n'irai pas frapper Téhéran. Je n'irai pas viser le territoire iranien. Je viserai sans doute une cible dans le détroit d'Ormuz, un bateau rapide ou une capacité iranienne de missiles anti-navires quelque part sur la côte. Je choisirai quelque chose que je peux relier directement à cet incident. Quelque chose qui a probablement tiré ou guidé ce qui a abattu cet appareil. L'idée, ce serait d'empêcher toute escalade au-delà de cet affrontement. Et si on regarde la situation du point de vue iranien, en termes d'autodéfense, si cet hélicoptère Apache Longbow volait dans l'espace aérien iranien, est-ce que l'Iran aurait eu la justification de l'abattre, puisque nous sommes toujours en guerre? Même en plein cessez-le-feu, on mène une action militairement hostile. Donc Donald Trump peut voir les choses comme ça. D'accord, on est en guerre, on a commis un acte hostile, ils ont réagi, point final. Mais si Donald Trump insistait en disant « Donnez-moi des options pour répondre », je dirais très bien « Allons viser une cible tactique ». Et s'il insistait pour frapper une cible opérationnelle ou stratégique, comme l'île de Kesh ou le territoire iranien, je conseillerais au président que cela risquerait fort de nous entraîner dans une nouvelle escalade directe entre les États-Unis et l'Iran. D'autant qu'on sait qu'à nouveau, l'Iran et Israël s'affrontent à cause du sud du Liban et des frappes près de Beyrouth. Donc, on est en train de tout recommencer, encore une fois, selon la façon dont Donald Trump va réagir. Et Donald Trump doit vraiment réfléchir très attentivement à sa réponse, parce que l'Iran a montré, comme on l'a vu avec les frappes contre Israël, qu'il riposte durement. Alors Donald Trump doit vraiment peser sa décision. S'il envisage une réponse, elle doit être limitée, elle doit être tactique. Et lui, ou le commandement central américain, doit expliquer très clairement l'objectif précis et pourquoi cet objectif existe. Tony, voilà ce qu'a dit Pompeo. Il essaie de convaincre Donald Trump, parce que des gens comme Pompeo et Lindsey Graham essaient de lui faire croire que la poursuite de la guerre profiterait aux États-Unis, profiterait à Israël, et que par ricochet, cet avantage pour Israël finirait par bénéficier aussi aux États-Unis. Voilà ce qu'il a dit. Le corps des gardiens de la révolution islamique et les dirigeants qui contrôlent encore ces systèmes d'armes rendent les choses très compliquées. Il sera difficile de trouver une voie qui permette d'obtenir ce dont le monde a besoin, la libre circulation maritime dans le détroit d'Ormuz. Écoutez, ils ont même menacé de fermer l'autre détroit. C'est une théocratie. Ils sont déterminés. Nous devons garder assez de détermination pour aller jusqu'à la victoire. Le président Trump a parlé d'obtenir la reddition et la capitulation.
Je suis convaincu qu'il n'est pas fatigué de gagner et qu'il trouvera une solution qui assurera cela pour les États-Unis, pour Israël et pour nos partenaires arabes du Golfe. Ce que ces gens veulent dire quand ils affirment qu'il faut faire quelque chose en Iran, c'est qu'il faut mener une opération militaire sur le terrain. Sans ça, on n'obtiendra rien. Mais est-ce qu'ils savent vraiment de quoi ils parlent quand ils évoquent l'aspect militaire de cette opération, la façon dont ils en parlent? Eh bien, tout d'abord, j'espère que Pompeo ne conseille pas le président. C'est quoi son rôle maintenant? Il y a le mot « ancien » devant son titre. Franchement, qu'est-ce que ça peut faire, ce qu'il dit? C'est clairement un commentateur payé par Fox. C'est un va-t-en-guerre. Il ne parle que de guerre, 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 alors que lui-même n'aura jamais à subir les conséquences de tout ça. Pour moi, Mike Pompeo n'a plus aucune crédibilité. J'espère vraiment que le président ne l'écoute pas. Et c'est pareil pour Lindsey Graham. Lindsey Graham est un va-t-en-guerre. Lindsey Graham est un sioniste. Lindsey Graham est financé par le lobby israélien, tout comme Mike Pompeo. Ce sont des têtes parlantes. Ils vont sur Fox News juste pour sortir des petites phrases. Et ils veulent sans cesse nous entraîner dans la guerre, encore et encore, dans une guerre sans fin. Une guerre qui continue. C'est exactement le contraire de ce que représentait toute la campagne de Donald Trump quand il s'est présenté pour un second mandat. Mais à ce stade, les États-Unis feraient mieux de chercher une porte de sortie, de partir en gardant un minimum de dignité. Alors la question c'est, comment on s'en va? Est-ce que c'est lié à l'uranium? Est-ce qu'il faut passer un accord? On sait qu'il y a, moi j'appelle ça du renseignement de rumeur. C'est pas confirmé. Mais il se dit qu'il y aurait eu un transfert d'environ 3 milliards de dollars d'avoirs versés à Israël via le Qatar, probablement avec une médiation du Pakistan, pour que ce paiement serve à éviter une riposte de l'Iran contre Israël. Alors, on parle de différentes négociations en cours. Mais pour les États-Unis, s'il s'agit maintenant de riposter, que peuvent-ils faire? Si la marine iranienne a été envoyée au fond de la mer, si l'armée de l'air iranienne a été détruite, si l'Iran n'a plus aucune capacité militaire, comme Donald Trump l'a dit il y a 2 nuits, si, en gros, tout s'est désintégré, comme il l'a affirmé, alors pourquoi riposter? Si tout cela est vrai, qu'ils sont désintégrés, en train de s'effondrer, au bord du chaos, qu'ils n'ont plus d'armée de l'air, plus de marine, plus de moyens militaires, eh bien, comment ont-ils pu abattre un hélicoptère Apache? Comment ont-ils pu descendre l'un des hélicoptères militaires les plus avancés au monde si toutes ces capacités avaient vraiment disparu? Et si c'est bien ça, si c'est le récit que Donald Trump veut continuer à imposer, alors une riposte, dans ce cas précis, ne ferait qu'entraîner une escalade. Et cette escalade n'aboutirait à aucun résultat concret, à aucun objectif militaire réel pour mettre fin à cette guerre ou ouvrir la voie à des négociations. Elle ne ferait que relancer tout le cycle de tension. Et quelqu'un doit dire à Mike Pompeo et à Lindsey Graham que les États-Unis ne sont pas en position de force en ce moment. Absolument pas. Alors, aussi longtemps qu'ils voudront continuer à parler de guerre, 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 ils ne regardent pas les conséquences réelles, ni ce que nous avons comme moyens dans la région, ni ce que pourrait faire l'Iran si la situation échappe au contrôle de Donald Trump. Tony, la difficulté au Moyen-Orient, à mon avis, ce n'est pas entre l'Iran et les États-Unis. En ce moment, c'est entre Israël et le Liban, parce que l'escalade se passe là-bas. C'est pour ça qu'on a eu l'attaque israélienne sur Beyrouth, la riposte iranienne, puis l'attaque israélienne contre des Iraniens, et ensuite une deuxième riposte de l'Iran à ce qu'Israël avait fait. Et on voit bien qu'avec le temps et avec la situation actuelle dans le détroit d'Ormuz, on se retrouve avec un blocus. En fait, 2 blocus.
le blocus iranien et le blocus américain. Et quand on regarde du côté du Liban et d'Israël, c'est un affrontement. C'est une guerre qui se déroule là-bas. Israël attaque après l'attaque iranienne, puis il recule un peu, mais il continue à frapper le sud du Liban. Le Liban, oui, comme on en parlait. Oui, dans la ville de Tyr. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'ils veulent du Liban? Est-ce que c'est parce qu'ils pensent qu'il se passe quelque chose entre l'Iran et les États-Unis? C'est pour ça qu'ils attaquent? Ou qu'ils font monter la tension dans le sud du Liban? Ou bien c'est autre chose, tu vois, parce qu'ils veulent prendre le territoire. Jusqu'à présent, on a vu les capacités du Hezbollah, on a vu qu'ils sont capables de riposter, de se battre. Aujourd'hui, il y a eu une sorte d'infiltration dans le nord d'Israël. Comment tu vois ce champ de bataille entre Israël et le Liban? Eh bien, le champ de bataille entre Israël et le Liban est devenu le terrain stratégique par excellence de ce conflit. On voit bien que si Israël continue à pénétrer au Liban, l'Iran réagira. Ils ont été très clairs. Le Liban fait désormais partie de leur défense collective, dans leur volonté de mettre fin à la guerre, non seulement au Liban, mais aussi à Gaza. Et ils comptent bien que cela fasse partie d'un accord global. Ils l'ont dit sans ambiguïté. Si vous frappez le nord, si vous frappez Beyrouth, nous frapperons. Et ils l'ont fait. Ils avaient prévenu qu'ils le feraient. Aujourd'hui, avec ces nouvelles frappes dans le sud, encore à Tyr, encore au-delà du Litani, on ne fait que repousser, encore et encore, ces lignes rouges. Israël veut poursuivre le conflit avec l'Iran, en laissant les États-Unis en assumer le poids principal. En gros, ce sont les Américains qui se battent sur le front contre l'Iran pour qu'Israël puisse continuer sa guerre au Liban. Et il n'y a aucune négociation, aucune concession que le Liban puisse offrir qui satisferait Israël, à moins de lui céder tout le pays. Ça ne s'arrête pas au fleuve Litani. Ce n'est pas du genre. Si le Hezbollah s'arrête et nous laisse tranquilles dans le sud, on s'en va. Et voilà, le Liban est libre. Non, Israël ne part jamais, où qu'il aille. Et maintenant, ils vont créer des zones tampons ou des zones de défense. Ils ne partiront jamais. Ils vont continuer à subir des pertes. Israël ne sera pas satisfait tant qu'il n'aura pas tout le Liban, tout ce qui est au sud du Litani, puis tout ce qui est au nord du Litani, comme zone tampon contre ce qu'ils perçoivent comme une menace potentielle. Et ce qu'ils ne comprennent pas, ou qu'ils comprennent mais refusent d'accepter, c'est que tant qu'ils resteront là, ils feront face à la résistance. Il y a de la résistance, parce qu'ils sont là. Comme on l'a vu, ils n'ont aucune intention de se retirer de leur occupation du Sud, ni d'arrêter leurs opérations militaires dans cette région. Et l'Iran a été très clair, cela doit cesser. Toute incursion au-delà du Litani, vers Dahieh ou Beyrouth, c'est une ligne rouge. Mais il faut aussi sortir du Liban. Et ça, on ne l'a toujours pas vu. En fait, on voit même, au moment où on parle, que les attaques d'Israël continuent. Donc je pense que le champ de bataille entre Israël et le Liban est devenu la véritable zone chaude, la guerre active de ce conflit plus large. Mais la moindre erreur tactique, la moindre mauvaise évaluation pourrait entraîner toute la région dans une guerre beaucoup plus vaste. C'est un peu comme à la veille de la Première Guerre mondiale. Le 23 juillet, juste avant la guerre, est-ce qu'on pensait qu'on allait y entrer? Non. On voyait déjà tous ces signes, un peu comme ceux qu'on voit aujourd'hui. Il y a quelque chose de similaire qui se passe. Oui, il y a un peu de ça en ce moment. C'est comme cette situation où si quelque chose se passe là-bas, ça peut avoir des répercussions ici. Et puis boum, vous savez, l'archiduc François Ferdinand est assassiné. Et c'est l'étincelle qui nous entraîne tous dans la Première Guerre mondiale. Si vous aviez demandé à quelqu'un la veille, personne n'aurait imaginé qu'on serait en guerre mondiale. C'est une poudrière. Et chaque petit événement là-bas, il y a aujourd'hui bien plus de risques d'escalade et de poursuite des combats
que de véritables issues vers la paix. Je ne dis pas qu'une sortie vers la paix est impossible, mais la probabilité d'une escalade est beaucoup plus forte. Le bâtiment qu'ils ont attaqué à Daya, dans le sud de Beyrouth, était vide. Il n'y avait personne, parce qu'ils disaient vouloir frapper, vous savez, des combattants du Hezbollah, leurs forces, peut-être même leur commandant. Et en fait, c'était vide. Donc, l'opération a échoué, d'une certaine manière. Ensuite, ils ont dit que c'était une opération symbolique. À votre avis, pourquoi faire ça? Est-ce qu'ils savaient qu'il n'y avait personne et qu'ils ont attaqué le bâtiment juste pour observer la réaction de l'Iran? Ou bien est-ce qu'ils voulaient vraiment assassiner des commandants sur place? L'opération a échoué et ils ont ensuite prétendu que c'était symbolique. Je pense que la principale raison pour laquelle Israël a fait ce qu'il a fait lors de la frappe dans le sud de Beyrouth, c'est parce que Donald Trump avait dit de ne pas le faire. Ils ont alors dû adopter la position du genre. On ne va pas se laisser dire quoi faire. Personne ne va nous dire ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Je pense que vous savez, ils menacent toujours de frapper à Beyrouth. Ils menacent toujours de frapper au nord du Litanie. Ils affirment toujours qu'ils ont le droit de frapper à tout moment. Ça fait partie de leur discours, de leur posture habituelle. Donc dans ce cas précis, quand les tensions sont fortes, c'est un peu bon. Eh bien, ils disent toujours qu'ils vont le faire. Mais maintenant, s'ils le font, ça nous implique directement. Alors là, tu vois, Donald Trump se dit « Bon, je dois dire quelque chose ». Et quand il a dit « Ne faites pas ça », eh bien, tu te retrouves avec beaucoup d'égos en jeu entre Netanyahou et Trump. Et ces égos-là, c'est du genre « Tu vas pas me dire quoi faire ». Tu sais, le récit qui circule dans le monde, c'est que Israël serait la marionnette de l'Amérique au Moyen-Orient. Eh bien, ils veulent montrer que non. Et du côté de Trump, c'est l'inverse. Le récit, c'est qu'Israël nous dicte ce qu'on doit faire. Alors lui aussi dit, vous n'allez pas nous dire quoi faire. Je pense que cette frappe a été conçue précisément pour aider Netanyahou à apaiser ses difficultés politiques chez lui. Il y a beaucoup de gens, à l'extrême droite de son gouvernement, qui estiment qu'il n'en fait pas assez. Ils ne demandent pas la fin de la guerre. Ils pensent simplement qu'il n'est pas assez dur, qu'il n'est pas assez ferme. Donc faire ça, ça fait partie de la survie politique de Netanyahou. Et je pense que si Donald Trump n'avait pas autant insisté en disant « non, non, non », en faisant tout un sujet, peut-être que ça ne se serait pas produit. Pour moi, c'était un message, un geste symbolique de la part d'Israël pour dire « personne ne nous dit ce qu'on doit faire ». Selon certains rapports, Netanyahou aurait dit hier soir à son cabinet qu'Israël pourrait devoir affronter l'Iran seul, sans le soutien des États-Unis. Qu'est-ce que cela signifierait concrètement? Comment voyez-vous une telle situation pour Israël, se battant seul, sans l'appui américain? Quelles sont aujourd'hui les capacités d'Israël? Eh bien, il est clair que les capacités d'Israël ont été gravement affaiblies. Ça, on le sait. Israël est une force de défense, pas une force expéditionnaire. Leur armée de l'air est très performante pour mener des missions à longue distance, très précises, mais très limitées. Ils ne peuvent pas mener de campagne de bombardement prolongée. Ils peuvent frapper, oui, mais pas soutenir une campagne. C'est au-delà de leurs moyens logistiques, de leur organisation, de tout ce qu'il faut pour faire fonctionner une opération de cette ampleur. Ils ne l'ont tout simplement pas. Ils n'ont pas la profondeur nécessaire. Quand on regarde comment Israël a mené ses guerres par le passé, que ce soit contre l'Égypte, le Liban ou la Syrie, la stratégie a toujours été la même. Frapper très vite, frapper très fort, consolider les gains, puis tenir les positions. Mais cette guerre-là, ce n'est pas le même type de conflit.
On ne peut pas faire ça dans une guerre contre l'Iran. Et l'Iran dispose d'une capacité solide en munitions balistiques, en missiles et en drones. De son côté, la défense israélienne s'épuise, encore et encore. Si Israël veut frapper fort, seul, sans le soutien des États-Unis, contre l'Iran, il n'a ni les moyens ni la capacité de résister à la riposte iranienne, aux attaques et aux frappes en retour. Je veux dire, ils ne peuvent pas lancer une offensive terrestre massive pour en finir. Ils ne peuvent pas non plus bombarder l'Iran jusqu'à l'anéantir. Vous savez, certains évoquent cette option nucléaire, la grande, la terrible, la redoutée option nucléaire. Alors regardons ça de plus près. Quand nous avons utilisé l'arme nucléaire à Hiroshima et à Nagasaki, nous avons tué un très grand nombre de personnes dès la première frappe, parce qu'elles étaient toutes concentrées dans une zone extrêmement petite et dense. Et ce n'est pas la bombe nucléaire, ni même l'explosion au départ, qui a tué autant de gens au final. Ce sont les tempêtes de feu provoquées par les bâtiments en flammes et tout le reste. Alors encore une fois, est-ce que le monde s'est arrêté après qu'on ait largué non pas une, mais 2 armes nucléaires pendant la Seconde Guerre mondiale? Oui, le monde a continué. Et est-ce que le largage de ces bombes a vraiment mis fin à la guerre ou forcé la capitulation du Japon? Non. Le Japon était déjà en train de se rendre. Ils avaient déjà contacté les États-Unis en disant « Nous nous rendons, laissez-nous simplement garder l'empereur ». Donc, est-ce que ces frappes ont réellement mis fin à la guerre? Non. Est-ce qu'elles ont mis fin au monde? Non plus. Est-ce qu'elles nous ont plongés dans un nuage nucléaire qui aurait fait s'effondrer la civilisation? Non. Non, non. La Russie teste des armes nucléaires en permanence. La Tsar Bomba fait paraître Hiroshima et Nagasaki comme un simple pétard. Tchernobyl, l'une des plus grandes explosions nucléaires de l'histoire. Et pourtant, nous sommes toujours là. Nous sommes encore en vie. Alors, si Israël utilisait une arme nucléaire tactique, ou même tout son arsenal nucléaire contre l'Iran, il ne pourrait pas tout détruire. Et cela provoquerait forcément une riposte qui impliquerait ensuite Israël, ou plutôt, excusez-moi, la Russie et la Chine. Dans ce cas, Israël risquerait tout simplement de ne plus exister, avec ou sans l'option Samson. Donc, si on regarde ce qu'ils peuvent faire maintenant en termes d'escalade, ils arrivent très vite au bout de leurs options. Il manque rapidement de munitions défensives, d'intercepteurs et de la capacité de frapper en profondeur. Ils peuvent frapper des cibles dures, ils peuvent décapiter le régime, ils peuvent décapiter les gardiens de la révolution, ils l'ont déjà fait. Mais on a vu que le gouvernement iranien et les gardiens de la révolution sont résilients et qu'ils finissent toujours par se reconstituer. On ne les vaincra pas avec des bombes et une intervention terrestre est impossible. Donc, pour Israël, ce serait imprudent et très mal adapté d'affronter l'Iran seul, sans un soutien direct des États-Unis. Et je ne parle pas d'un simple appui logistique en arrière-plan. Les États-Unis devraient s'impliquer directement. Et si ce n'est pas leur intention, Israël doit en tenir compte sérieusement dans ses calculs, dans la manière dont il envisage sa riposte. Mais je pense que vous savez, Donald Trump pourrait bien être du genre à dire « Eh bien, cette fois, vous êtes seul ». Quand on regarde le champ de bataille au Liban, est-ce que vous pensez qu'Israël va se retrouver dans la même situation que celle qu'il connaît déjà? Parce que beaucoup de gens disent qu'Israël, petit à petit, a pratiquement pris le contrôle de la majeure partie de la Cisjordanie et qu'il va faire la même chose dans le sud du Liban. Et je ne sais pas. Pour la Cisjordanie, vous savez, la dernière fois qu'on en a parlé, l'administration Trump avait dit qu'elle ne laisserait pas Israël annexer la Cisjordanie. On va voir si cette promesse tient toujours.
Mais quand il s'agit du Liban, c'est complètement différent. Le concept même de la guerre est différent. Ils utilisent des drones, des roquettes, des embuscades. Et Israël n'est pas préparé à ça. L'un des principaux objectifs, à mon avis, de l'attaque israélienne contre la Daïa, c'était d'annoncer aux habitants de ce quartier, au sud de Beyrouth, qu'ils devaient quitter leur maison. C'est une zone très densément peuplée, avec environ 400 000 personnes, qui devaient partir de chez elles, quitter la région. Et encore une fois, pendant qu'ils bombardent Tyr en ce moment, c'est aussi une zone très peuplée. Et quand on regarde ce qu'on voit, le combat du Hezbollah contre Israël, c'est un exemple classique de guerre asymétrique, de guérilla, de résistance face à une armée conventionnelle. Et dire que, eh bien, le Hezbollah ne peut pas les contenir. Désolé de le dire à ceux qui le pensent, mais ils les contiennent. Ils le peuvent, ils l'ont déjà fait. Regardez la guerre des États-Unis en Irak. 42 jours après la fin, tout était terminé. Là, on en est à plus de 100 jours de guerre, et on est encore très loin d'une victoire tactique ou même d'un quelconque accomplissement de mission. On essaye toujours de comprendre où on va. En Irak, on a déclaré la victoire au bout de 42 jours. 42 jours seulement. Le président Bush est monté à bord du porte-avions. Mission accomplie. On avait vaincu le régime. On avait Saddam. Mission accomplie. Et après ça, on a passé les 22 années suivantes. On y est encore. Avec toute notre armée conventionnelle, notre grande armée, à combattre des insurgés qui nous frappaient durement avec des engins explosifs improvisés, des tactiques de guérilla et une guerre asymétrique. Même chose en Afghanistan, où des milices ont combattu la grande et puissante armée des États-Unis et toute la coalition de l'OTAN. Et ils ont gagné. Alors, penser que le Hezbollah ne peut pas tenir tête à Israël dans le sud et l'emporter, ce serait une erreur. Ce n'est pas forcément conforme à ce que l'histoire nous a montré. Alors, qu'est-ce qu'Israël veut faire au juste? Israël veut absolument prendre tout le sud, tout, et ils veulent aller jusqu'au fleuve Litanie. Ils veulent que tout le monde parte, pas seulement le Hezbollah, mais absolument tout le monde. Ensuite, ils veulent établir une zone tampon au nord du Litanie, probablement d'environ 1 000, qu'ils contrôleraient. Et comme on le sait tous, quand Israël s'installe dans une zone tampon, cette zone ne fait que s'étendre. Ils l'ont fait en Cisjordanie, ils l'ont fait à Gaza, ils l'ont fait au Liban, ils l'ont fait en Syrie. Partout où ils créent une zone tampon, ils continuent d'avancer, encore et encore. Pour le Hezbollah, c'est une menace existentielle. C'est une question de survie. Et le Hezbollah a les moyens de frapper assez durement les forces terrestres de Tsahal. Encore une fois, l'armée de l'air israélienne est très performante pour les opérations de frappe. Excellents avions, excellents pilotes, toutes les bombes, les munitions et les jets que nous leur fournissons. En revanche, les forces terrestres de Tsahal se retrouvent vite embourbées quand elles font face à une menace insurgée asymétrique. On l'a vu à Gaza, on l'a vu au Liban. Et le Hezbollah va continuer à leur infliger de lourds coups. Et si Ansar Allah, au Yémen, s'en mêle pour frapper, disons, par l'arrière, parce que Ansar Allah, les Houthis du Yémen, disposent de munitions qui peuvent très facilement atteindre Israël, même si l'Iran reste en retrait et se contente d'observer. Mais qu'Ansar Allah et le Hezbollah frappent Israël à la fois par l'arrière et par l'avant, cela pourrait être extrêmement dommageable pour la capacité de défense d'Israël. Ils n'ont pas une armée expéditionnaire. Si on part du principe que le rapport d'Axios est exact, celui qui dit qu'un responsable américain a confié à Axios que, dans la situation actuelle de la guerre, l'objectif pour Benjamin Netanyahou, c'est de continuer la guerre pour survivre politiquement en Israël. Aux États-Unis, Donald Trump, lui, a besoin de sortir de la guerre, de se dégager de ce piège au Moyen-Orient,
pour survivre politiquement aux États-Unis. Ce sont deux réalités complètement différentes pour les États-Unis et pour Israël. Elles ne vont pas se recouper. C'est pour ça que chacun doit prendre ses propres décisions. Alors, quand on regarde le calcul du côté américain, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'obtenir en quittant la région? Et surtout, quel serait ce moment précis où Donald Trump pourrait dire « C'est bon, on a fini ici, on s'en va ». Je vois la situation de Donald Trump un peu différemment. Je suis d'accord avec vous, mais j'ajouterai un élément. D'abord, avec Netanyahou, c'est clair. Il sait de quel côté du Rubicon il se trouve. Il doit poursuivre la guerre pour sa survie politique. Point final. Il a franchi le Rubicon. Donald Trump, lui, c'est comme un escargot qui avance sur le fil d'une lame de rasoir. Dans quelle direction aller? Parce que s'il continue la guerre, il est dans une mauvaise position, politiquement et sur le plan intérieur. Et s'il l'arrête, il est aussi dans une mauvaise position, politiquement et sur le plan intérieur. Parce qu'il y a des gens comme Lindsey Graham, Ted Cruz et d'autres qui veulent qu'il poursuive cette guerre. Et dès qu'il évoque l'idée de se retirer de tout ça, il s'y oppose aussitôt. Même. Non, non, il faut se battre pour Israël. Tu vas ramener ça à la maison, tu vas aller chercher cette grande victoire. Donc, Donald Trump est dans une situation encore plus précaire, parce qu'il joue sa survie politique, et qu'il a, si on peut dire, la corde au cou, avec un fardeau qui vient des deux côtés. Alors tu vois, la seule issue que je vois pour Donald Trump, si Donald Trump est assis dans la salle de crise, avec sa base la plus dure, ceux qui lui disent « Si tu lâches là-dessus, mec, on va se retourner contre toi, on va te lâcher », et qu'en face, les démocrates veulent déjà sa tête, eh bien, ils vont l'impeacher, le condamner et le destituer. Et voilà, c'est fini. C'est ça la menace. C'est ce qu'ils font peser sur lui. Il ne veut pas se retrouver, vous savez. Et tout le monde parle d'impeachment, impeachment, impeachment. Donald Trump a été destitué 2 fois pendant sa première présidence. 2 fois. Mais pour qu'une procédure de destitution ait un vrai effet, autre chose qu'un joli bout de papier, il faut 3 étapes. Destituer, condamner et ensuite retirer du pouvoir. Et pour ça, il faut le Sénat. Alors, avec tous ces sénateurs très durs qui poussent Trump à continuer, eh bien c'est une pression qu'ils exercent sur lui. Si j'étais Donald Trump, je me dirais « D'accord, comment je m'en sors et comment je survis politiquement ?» Parce que je ne peux pas mettre fin à cette guerre juste en la laissant s'éteindre doucement. Je ne peux pas mettre fin à cette guerre en disant « Tu vois, on va faire un accord pour qu'ils ne l'obtiennent pas. On va négocier pour qu'ils n'aient pas la bombe. » Parce qu'aussitôt, tous les faucons de guerre vont dire « Quoi? T'es Barack Obama maintenant? On avait le JCPOA. Quoi, on y retourne? Non, tu vas aller jusqu'au bout. » Et puis, il y a l'opposition à ça, comme on l'a vu avec la résolution sur les pouvoirs de guerre qui a été adoptée. C'était un avertissement, une réprimande à la guerre de Donald Trump en disant « Sortez-nous de là ». C'est ce que je vois arriver très bientôt. Donald Trump a même laissé entendre qu'il se passerait quelque chose dans les 2 prochaines semaines qui mènerait à leur reddition. Est-ce que ça veut dire une arme nucléaire? Non. Ce que je pense, c'est que Donald Trump a prévu une opération militaire destinée à montrer la capacité de l'armée américaine à prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Pas de façon permanente, pas pour longtemps, mais une opération très temporaire, juste pour le saisir. L'idée, c'est de montrer au monde et à Oman quelque chose comme « Regardez, les négociations sont en cours. Vous voulez un certain type de contrôle administratif partagé avec Oman sur le détroit d'Ormuz. Très bien. Mais sachez que, si on veut revenir et le reprendre, et que vous essayez de jouer avec ça, regardez, on en est capable. » Or, pour l'instant, les États-Unis ne l'ont pas encore démontré. On doit encore le faire. On doit montrer cette carte-là. Ce n'est pas encore fait.
Donald Trump doit aussi ramener quelque chose à sa base et au peuple américain, quelque chose qui montre qu'il a complètement éliminé toute capacité nucléaire. Peu importe si à l'époque, l'Iran n'avait pas cette ambition, s'il ne l'avait pas, s'il ne développait pas la capacité de fabriquer des armes. Ça n'a pas d'importance. Toute la logique, c'était que si on ne frappait pas, Israël obtiendrait l'arme nucléaire. C'est pour ça qu'on a frappé. C'est ça, la menace existentielle. C'est la menace pour le pays. C'est la menace pour l'Américain moyen. Eh bien, Donald Trump a raté l'occasion de dire « on l'a déjà anéanti, donc on n'a pas besoin de recommencer ». Il a déjà reconnu qu'on ne l'avait pas détruite lors de l'opération Midnight Hammer. Donc la capacité est toujours là. Donc, Donald Trump va devoir monter une sorte d'opération pour mettre la main sur une certaine quantité d'uranium. Juste assez pour pouvoir dire au peuple américain, « Moi, Donald Trump, j'ai lancé cette opération militaire avec nos formidables forces armées, et on l'a fait. Regardez, le voilà. » Un peu comme la frappe contre Oussama Ben Laden, ou la capture de Saddam Hussein dans son trou. Voici la photo. On l'a eu. Donald Trump a besoin de quelque chose à mettre en une du New York Times ou partout sur Fox News pour dire « on l'a fait, on l'a eu ». Donald Trump a envoyé les meilleurs et on a récupéré l'uranium. Que ce soit un simple sac Ziploc avec uranium écrit dessus, un genre de conteneur argenté avec des lumières et de la fumée pour faire un peu mystérieux, ou même juste une pierre peinte. Je ne sais pas. Si j'étais Donald Trump, je parlerais à Hollywood pour qu'on me trouve quelques accessoires, histoire de faire croire qu'on a quelque chose. Parce que honnêtement, est-ce qu'on a vraiment une chance de réussir, d'aller sur place et de récupérer de l'uranium appauvri? Pas pour le moment. Pas avant un bon moment. Même l'Iran n'y arrive pas. Donc, selon l'endroit où c'est stocké, c'est une mission impossible à mener dans le délai nécessaire. Donald Trump a besoin d'une porte de sortie, et vite. Et il ne peut pas repartir les mains vides. Ce qu'il lui faut, c'est un truc à montrer. Un peu comme Indiana Jones, quand il voit la petite idole et qu'il la remplace par un sac de sable, tu vois? Mais pour sortir du temple, c'est là que se trouve Donald Trump aujourd'hui. Il doit montrer quelque chose au peuple américain. Et ça, ce n'est pas un accord. Ce n'est pas un « on va accepter des sanctions » ou « on va enlever quelques-unes ». Parce que tout ce que ça ferait, ce serait de revenir à ce qu'avait Barack Obama. Personne n'acceptera ça. Il doit avoir quelque chose de concret. Donc je pense que, dans les semaines à venir, on va voir une opération militaire très coordonnée, précise et musclée en Iran, comme la porte de sortie de Donald Trump dans cette affaire. Que va-t-il se passer avec le Détroit? C'est encore à débattre. Je pense que Donald Trump s'en désengagerait. Et pour la levée des sanctions, est-ce que le Qatar va jouer les intermédiaires pour commencer à rendre ses avoirs gelés à l'Iran, afin que Trump puisse dire « Hey, ce n'est pas moi qui le fais. Plus de guerre. On sort de ces guerres. » Ce n'est pas notre problème. Je me fiche du Détroit. On peut faire autrement. Regarde, on a le Venezuela maintenant. On n'a plus besoin du Détroit. Quant au régime, eh bien, si les Iraniens ne veulent pas le changer, on leur a donné la chance. C'est leur affaire. Il peut s'en désengager. Il peut tout laisser tomber. Tant qu'il peut montrer au peuple américain qu'ils n'auront pas la bombe. Ça n'a pas besoin d'être vrai. Ça n'a pas besoin d'avoir un sens. Ça n'a pas besoin d'être réel. Il doit juste montrer quelque chose à sa base. Et je pense que c'est ce qui va arriver dans les 2 prochaines semaines. Ce qu'on va voir, c'est une sorte d'attaque très très soigneusement planifiée et coordonnée contre l'Iran. Mais encore une fois, plus un plan devient complexe, plus l'échec peut être catastrophique. Oui, CNN vient d'annoncer, Tony, que c'était un drone iranien, un Shahed 136, qui a frappé l'hélicoptère Apache. Alors voilà ce que j'avais entendu plus tôt, tu vois, parce que tout ça s'est passé hier soir.
Pendant le dernier quart-temps du match des New York Knicks au Madison Square Garden, quand Donald Trump a reçu cette nouvelle, c'était en plein match. Et il a réagi tout de suite, vraiment très vite. Le CENTCOM a annoncé qu'un hélicoptère s'était écrasé. Les pilotes allaient bien, tout allait bien, ils étaient déjà rentrés chez eux en sécurité. Voilà. Mais maintenant, on sait que ce n'est pas vrai. Que les pilotes soient sains et saufs. D'accord, c'est peut-être vrai, je ne sais pas. Mais tu vois, c'est un peu douteux, non? Parce que, comme je l'ai dit, dans un hélicoptère, on ne s'éjecte pas. On ne saute pas, on ne s'éjecte pas d'un hélicoptère. On descend avec. Dans un hélicoptère, il n'y a qu'une seule option. Tu descends avec. Alors, est-ce que le pilote peut survivre? Oui, c'est possible, surtout si c'est un amérissage et qu'il n'y a pas eu d'explosion catastrophique, du genre tout l'appareil qui explose en plein vol. Mais si l'Apache a été touché par un drone kamikaze Shahed, j'ai du mal à imaginer qu'il restait quoi que ce soit. Souvenez-vous de cet incident à l'aéroport Ronald Reagan, quand l'hélicoptère Black Hawk UH-60 a percuté, je crois, un avion régional de Delta Airlines. Ces deux engins se sont heurtés en plein ciel, quasiment à pleine vitesse, et il ne restait rien d'autre que des débris et de la tôle tordue. Alors, le pilote a-t-il survécu? Peut-être. Donald Trump, qui proclame que tout va bien, qu'ils sont en sécurité, qu'ils sont déjà rentrés chez eux. Eh bien, ce n'était pas vrai, parce qu'ils ont été secourus en mer et c'est un drone maritime qui les a retrouvés. Un drone américain, oui. Vous imaginez ça? Être là, à dériver dans le golfe d'Oman, votre hélicoptère a explosé. Et soudain, un drone arrive, mais il n'y a personne à bord. Personne. Vous vous dites, c'est quoi ça? Est-ce que je monte dessus? Est-ce que je m'y accroche? J'en sais rien. Mais cette opération de sauvetage n'a pas eu lieu en un claquement de doigts. En tout cas, pas assez vite pour que Donald Trump puisse dire « Tout va bien, circulez, il n'y a rien à voir, tout est sous contrôle ». Mais le fait qu'ils aient réussi à toucher l'Apache avec un drone, c'était pas une sorte de tir à longue portée, du genre on balance la balle et on espère qu'elle atterrisse quelque part sur le terrain. Là, c'était pas si tu fais tout exploser, c'est bon. Non. C'était précis, vraiment précis. Abattre un hélicoptère Apache en plein vol avec un drone à usage unique, c'est pas rien. Ce n'était pas une roquette à tête chercheuse, ni un missile guidé, ni quoi que ce soit de ce genre. C'était un drone piloté en FPV, dirigé contre un Apache. Là, on change de dimension. C'est un nouveau niveau dans la guerre des drones que l'Iran vient d'introduire. Alors, opportuniste? Est-ce que l'Iran avait prévu ça? Probablement pas. Est-ce qu'ils ont vu l'occasion? Oui, sans doute. Est-ce que le tir du drone était planifié? Franchement, je ne sais pas. Peut-être qu'ils se sont dit « Allez, activez les défenses côtières. Bob dort. On n'a pas les missiles à tête chercheuse. Sortez le drone. » Et ça a marché. Donc souvent, c'est comme ça que la marche vers la folie nous amène de nouvelles formes de guerre par opportunité. Et ça, c'est énorme. Enfin, j'avais entendu dire que c'était le cas, mais si maintenant les médias occidentaux le rapportent, si le grand mur de propagande de Fox News le dit, ou c'est CNN, c'est pas mieux. Donc si CNN le dit, c'est sûrement que c'est au moins ce que l'administration les autorise à dire. Si c'était un drone à usage unique, un de leurs drones Shahed, qui a abattu cet Apache, là on parle d'un drone à $30 000 qui détruit un appareil à 100 millions. Ouais, c'est énorme. Je pense que c'est ça, la nouvelle équation. Parce qu'il parle de le faire patrouiller dans le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz fait partie du territoire iranien. C'est exact. On est soit dans les eaux territoriales omanaises, soit dans les eaux iraniennes. C'est l'un ou l'autre. Alors oui, quand les gens disent que le détroit d'Ormuz est une voie maritime internationale et tout le reste, eh bien, le détroit lui-même, dans ce couloir étroit de navigation qui a été défini pour le passage international,
ce n'est pas des eaux internationales. C'est en plein dans les eaux territoriales d'Oman et d'Iran. Donc, dans tous les cas, cet hélicoptère, on sait bien que Oman n'est pas forcément du côté des États-Unis. Oman n'aurait pas autorisé ça ouvertement. Je ne pense pas qu'Oman aurait agi contre cet hélicoptère, ni qu'ils auraient, vous savez, arrêté les pilotes ou quelque chose comme ça, mais ils n'allaient certainement pas être amicaux non plus. Disons que Oman s'est plutôt rangé du côté de l'Iran sur ce sujet. Alors, oui, peu importe où cet hélicoptère volait, c'était pas juste une petite balade tranquille, une virée Polaroids. C'était un hélicoptère d'attaque qui menait une mission de reconnaissance armée le long des côtes iraniennes. Et ces derniers temps, ce type d'appareil a tiré des missiles Hellfire sur des pétroliers. Alors, est-ce qu'il y a une menace? Oui, l'hélicoptère lui-même en est une. Est-ce qu'il y a une violation de souveraineté? Bien sûr, puisqu'il se trouvait dans les eaux et l'espace aérien iranien. Est-ce qu'il a déjà montré qu'il pouvait être dangereux? Absolument. Il a déjà représenté une menace réelle. Donc si on raisonne en termes de légitimité d'une cible, l'Iran aurait des raisons valables de riposter. Alors encore une fois, si j'étais le conseiller de Trump, je lui demanderais, est-ce que c'est une question d'ego ou une question de nécessité? Parce que militairement, qu'est-ce que ça apporte vraiment? Pas grand-chose. En revanche, ça risque fort de nous entraîner dans un nouveau niveau d'escalade. Et cette escalade-là ne se terminera pas bien pour nous, c'est-à-dire pour les États-Unis. Tony, si les États-Unis décident de quitter la région, comme tu viens de le dire, je pense que le problème pour Israël va s'aggraver, et très vite. Parce que, avec la nouvelle équation qu'a introduite l'Iran dans la région, si tu attaques le Liban, si tu attaques, ils vont réagir. Et ce ne sera pas seulement l'Iran. On a aussi les Yéménites. Eux aussi vont répondre à Israël. Les États-Unis sont dehors. Israël est seul. Et Israël veut attaquer tous les pays, un par un, sans avoir la moindre réponse de leur part. C'est comme ça que ça fonctionnait depuis des décennies pour Israël. Ils attaquaient, détruisaient, tuaient, assassinaient des gens, sans jamais subir la moindre conséquence, sans aucune riposte. Et en ce moment, cette équation a été complètement détruite par la nouvelle réalité de la guerre. Et voilà, c'est les États-Unis d'aujourd'hui. Que peuvent-ils faire selon qu'ils décident de quitter la région ou d'y rester? Vous savez, les derniers missiles que l'Iran a envoyés vers Israël, tirés sur Israël, ont touché de nombreuses cibles en Israël. Oui, c'est vrai. Et ça, ce n'est pas rapporté dans les grands médias. Fox News, comme vous venez de le dire. Ils ne parlent pas de la réalité de ce qui se passe. Les États-Unis sont là-bas et ils continuent d'être frappés par des missiles iraniens. Je ne vois pas ce que les États-Unis peuvent faire de plus pour changer cette réalité, parce qu'elle est là. En ce moment, les États-Unis sont du mauvais côté de l'histoire. On soutient le mauvais camp. Et si on ne s'en rendait pas compte, il y a 103 jours, ou même 102, on devrait le voir clairement aujourd'hui. Et quand certains disent qu'il faut abandonner Israël, eh bien ce n'est pas forcément une question d'abandon. Ce n'est pas obligé d'être aussi radical. Les États-Unis, avec toute leur puissance, diplomatique, politique, économique et militaire, s'ils voulaient vraiment freiner leur allié, ils le pourraient. Le problème, ce n'est pas qu'ils en soient incapables, c'est qu'ils n'en ont pas la volonté. Et cette absence de volonté, elle vient d'où? D'un compromis, d'une vision religieuse particulière. Si vous posez la question à Ted Cruz, je pense que pour lui, c'est clairement le cas. Si vous demandez à Lindsey Graham, pour lui, c'est clairement une question d'argent. Si on regarde vraiment qui est Donald Trump et qu'on essaie de comprendre la vérité, je pense que c'est sans doute une histoire de compromission et d'argent aussi. Donc, tous les éléments qui expliquent pourquoi les États-Unis refusent d'agir pour freiner, sanctionner, calmer ou remettre Israël à sa place, il faut revenir à la vraie question.
Non pas « pouvons-nous », mais « pourquoi ne le faisons-nous pas ?» Et la raison, à mon avis, est profondément écœurante. Les grands médias américains, tout comme les membres du Congrès, ne veulent pas que le peuple américain voie la véritable raison. On commence à l'apercevoir de plus en plus, mais elle reste dissimulée derrière cette façade de patriotisme, de défense nationale, et ce discours selon lequel l'Iran serait une menace existentielle. Et je vais vous dire ce qui est ironique dans tout ça. Dans la stratégie de défense nationale qui vient tout juste d'être publiée, le 5 décembre 2025 et signé par ce président, si vous allez voir ce document, il donne ses orientations aux forces armées. Voilà ce qu'il faut faire pour défendre le territoire. Et ensuite, si vous regardez la stratégie militaire nationale qui découle de cette première, on y trouve la liste des ennemis de l'État, pour ainsi dire. La Chine y est décrite comme notre menace la plus aiguë. Nous devons rester au niveau de la Chine, sur le plan militaire comme sur le plan économique. C'est ça, la menace existentielle, la Chine. La Russie, elle, représente la menace la plus immédiate. Nous devons maintenir la pression sur la Russie parce que c'est avec elle qu'un conflit armé est le plus probable. Mais ça reste une menace. Et puis, il y a la Corée du Nord. L'Iran figurait plus bas sur la liste des menaces à surveiller ou des sujets à garder à l'œil. Et nous voilà aujourd'hui, sans qu'aucune condition n'ait changé depuis cette évaluation, à considérer que l'Iran est désormais une menace existentielle. Et c'est contre lui que nous allons faire la guerre, parce qu'Israël l'a dit, pas parce que nos propres services de renseignement auraient modifié leur analyse. Et maintenant, nous sommes au bord d'une nouvelle escalade. La question, c'est Israël ou pas. Alors même que le Pentagone américain, notre propre agence de renseignement du département de la Défense, a classé la présence israélienne dans notre pays comme le risque le plus élevé pour le renseignement, le risque le plus critique qui existe. Niveau de protection des forces. Delta, critique. Ce que ça veut dire, c'est que la menace identifiée, dans ce cas Israël, est une menace existentielle pour la sécurité de notre pays. Et pourtant, pourquoi est-ce qu'on en est encore à se demander si on doit soutenir Israël ou pas? Le Pentagone lui-même les a désignés comme la menace la plus critique. Littéralement, le mot utilisé était critique. La menace la plus critique pour notre sécurité et notre souveraineté nationale. Et malgré ça, on se demande encore si on va les soutenir dans cette guerre, ou dans leur guerre contre le Liban, ou dans ce qu'ils font à Gaza. Alors la seule explication logique, c'est quoi? Est-ce qu'on sait que quelque chose ne va pas? Oui. Est-ce qu'on voit le mal? Oui. Est-ce qu'on sait qu'on est du mauvais côté? Oui. Est-ce qu'on a la capacité de changer ça, d'y mettre fin et de passer du bon côté? Oui, on l'a. Alors pourquoi on ne le fait pas? Et c'est ça qui finira par nous revenir. C'est ça que les Américains veulent savoir. Et la réponse à cette question, elle ne va pas sortir d'un sac Ziploc rempli d'uranium. Elle ne va pas non plus se trouver simplement dans les dossiers Epstein. La vraie raison, elle est bien plus profonde que ça. Mais quand on regarde tout ça et qu'on se demande pourquoi, encore et encore, c'est une question à laquelle il faut répondre. Et je pense que cette guerre avec l'Iran, c'est juste une sorte d'appendice qui a poussé à partir de là. Un appendice dont on ne peut pas se débarrasser. On ne peut pas simplement le couper. Quant à Donald Trump, je ne sais pas comment il va s'en sortir. Mais je pense que sa stratégie, celle qu'il va essayer d'adopter, même si à mon avis elle ne marchera pas, ce sera de dire « ce ne sont pas des bottes sur le terrain parce qu'on n'entre pas pour rester ». Ce n'est pas des bottes sur le terrain, comme à l'époque de Bush, de Biden ou d'Obama. Ce n'est pas ce genre d'opération. Il veut envoyer une unité des forces spéciales, très vite, entrer, frapper fort, tout faire exploser, tuer beaucoup de monde, ressortir et dire « voilà, mission accomplie ». C'est ça qu'il cherche. Et je ne pense pas que ça marchera.
mais c'est clairement ce qu'il essaie de faire. Je veux dire, il y a 2 semaines et même encore la semaine dernière, il a réuni ses conseillers à la sécurité nationale et ses conseillers militaires dans la salle de crise pour se faire présenter un plan. Ils ne sont pas en train de lui expliquer comment faire du popcorn. Tony, qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles dispositions, la section 224, qui fusionnent les deux armées, l'armée américaine et l'armée israélienne? Qu'est-ce que ça signifie pour les États-Unis? Pour moi, c'est vraiment une menace qui vient de l'intérieur, une folie qu'on a créée nous-mêmes. It's such a threat from within. It's a folly of our own doing. It's a trap that we set. C'est un piège qu'on a nous-mêmes tendu. On savait qu'il était là. On a marché dedans. Et maintenant, il nous serre le pied. Et on n'a plus que 2 options. Se couper le pied ou mourir. Alors, où est vraiment la perversité de cette fameuse section 224? En réalité, cette section, c'est l'initiative de coopération en matière de technologie de défense entre les États-Unis et Israël. C'est ça, son nom complet. Dans la résolution de la Chambre numéro 880, qui est la version de la Chambre du NDAA, cette initiative figure comme la section 224, pas comme un texte à part. C'est un parasite. Il est accroché à l'ensemble de notre budget de sécurité. Ce qu'on a vu jeudi dernier, c'est Ro Khanna et Thomas Massie présenter un amendement à la Chambre pour retirer la section 224, et cet amendement a échoué. Cette semaine, les discussions ont déjà commencé aujourd'hui et elles vont continuer demain. C'est pour ça que je suis ici, à Washington, pour poursuivre ce combat, ou au moins pour faire entendre ma voix. Ça va maintenant passer à la Chambre, là où se trouve la résolution numéro 880, avec 224 voix. Rappelez-vous, l'amendement qui visait à la retirer a échoué. Donc maintenant, on avance vers le vote où la Chambre devra dire oui ou non à cet amendement. Il n'y a pas assez d'opposition à la Chambre pour dire non au NDAA. Il sera adopté. Ce qui est particulièrement intéressant avec le NDAA, c'est que, contrairement à la plupart des lois, il ne suit pas le parcours législatif classique, du système bicaméral jusqu'au judiciaire, puis à l'exécutif, pour être signé. Là, le Sénat et la Chambre ont chacun leur propre version, en même temps. À la Chambre, tout commence au sein du Comité des services armés. Et si quelqu'un veut en savoir plus, il suffit d'aller voir qui préside ce Comité des services armés de la Chambre. Il prend environ 2 200 000 $ de l'AIPAC chaque année, rien que cette année. Et puis, il y a la version du Sénat. C'est le sénateur Roger Wicker. Lui, il a pris environ 2 100 000 $ de l'AIPAC juste cette année. Donc, c'est de là que vient cette version du projet de loi dans les 2 chambres, portée par des membres du Congrès, achetée par l'AIPAC. La version de la Chambre va passer. Le seul espoir qu'on ait pour que la section 224 ou l'initiative de coopération en technologie de défense soit abandonnée, il nous reste 2 chances pour la faire tomber. Soit elle est retirée de la version du Sénat, mais elle y est déjà. Vous ne la trouverez pas sous le nom de section 224 parce que ce n'est pas une résolution de la Chambre. C'est une résolution conjointe une fois qu'elle sort du Sénat. Alors, est-ce que ce texte est bien dedans? Oui, il y est. Donc on a encore une possibilité de le supprimer avant que le Sénat ne vote pour l'adopter. Mais honnêtement, je ne pense pas que ça arrivera. Quand le texte sort du Sénat et de la Chambre, c'est là qu'ils réunissent le gang des huit. On a le président de la Chambre, le président pro tempore du Sénat, le président de la commission de la Chambre, le président de la commission des forces armées du Sénat. On fait venir les conseillers financiers de chacun et les responsables du budget. On réunit tout ce monde-là, le gang des huit, pour décider de la suite du projet de loi. Donc, c'est une autre occasion de le bloquer.
Mais le temps ne joue pas en notre faveur, et je ne pense pas qu'il sera bloqué au Sénat. La seule chance qu'il reste, ce serait de le faire tomber lors de la résolution conjointe avec le gang des oui. Mais même là, regardez de qui on parle. Mike Johnson? Roger Wicker? Vous pensez vraiment qu'ils vont le tuer? Non. You think that they're going to kill it? No. So, and the thing is that the way that Section 224 Le truc, c'est que la façon dont la section 224, ou le texte de l'initiative, a été intégré, fait que ce n'est pas un projet de loi indépendant qu'on peut simplement supprimer. La seule manière de tuer l'initiative de coopération en matière de défense entre les États-Unis et Israël, c'est de supprimer tout le NDAA. Et on ne peut pas supprimer tout le NDAA. Par la loi, une version doit être adoptée. On ne peut pas tuer le NDAA. Alors là, on en arrive à la vraie question. Qui a le plus d'alliés? Le texte doit passer. S'il se lance dans un bras de fer au Sénat, un peu comme lors du dernier blocage du gouvernement, et qu'on revit ça, eh bien, au final, il faudra bien que le texte soit adopté. Et quand ce sera le cas, qui va l'emporter? Qui détient le pouvoir? Eh bien, ce sont les républicains qui ont le pouvoir. Who has the power? Well, the Republicans have the power. Is it likely going to pass? It is. And then our last hope. Est-ce que ça va probablement être adopté? Oui. Et alors, notre dernier espoir, le dernier espoir pour la République, ce serait que Donald Trump oppose son veto si le texte passe. Mais je ne pense pas que ça arrivera. Donc pour moi, cette année, dans la loi de finances de la défense, cette législation sera adoptée telle qu'elle. Ce que l'Amérique doit comprendre, c'est que nous sommes en train de désigner et donc de classer comme telle la menace la plus existentielle pour notre sécurité et pour notre armée. Un pays qui a commis des actes d'espionnage, de sabotage et de subversion. Et ce n'est pas une théorie du complot. Le Pentagone, le directeur de l'Agence du renseignement de la défense, le lieutenant-général James Adams, a conclu que ce pays, c'est Israël. Et maintenant, on veut carrément leur donner les clés du coffre. Le braqueur de banque est dans le hall. On sait tous qui c'est. Il a enlevé son masque. Et notre réponse, en gros, c'est « Voilà les clés du coffre et là-bas, c'est la voiture pour s'enfuir. » On leur a donné les clés du coffre. Mais si on ne met pas fin à ça dans la prochaine chambre, dans le prochain congrès, dans le prochain budget de la défense, avant que l'accord de coopération en matière de défense, moi j'appelle ça le DTIC, ne devienne une loi à part entière, eh bien à ce moment-là, ils montent dans la voiture et c'est terminé. Donc on a encore une petite chance de tuer ce projet maintenant. Je ne pense pas que ces mesures vont fonctionner et je crois que ça va passer. Et j'espère que ce sera un signal d'alarme pour l'Amérique. Parce que maintenant, le loup déguisé en agneau a montré qu'il était bien le loup. Alors est-ce qu'on va lui tendre le bâton du berger en disant « Tiens, c'est toi le berger maintenant, le loup » Ou est-ce qu'on va défendre notre souveraineté en tant que nation et dire « Non, on ne fera pas ça ». J'ai peur de ce qui arrive. Des jours difficiles nous attendent. Et si on pense qu'on ne va pas être entraîné encore plus loin dans cette guerre avec l'Iran à cause des actions d'Israël, je crois que les gens se bercent d'illusions. Ça va continuer. Et quand les gens disent « Oh, ça fait déjà 100 jours, c'est si long, blablabla », je leur dis « Montrez-moi une guerre américaine dans laquelle on s'est engagé sans y rester pendant des décennies. L'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, on a des troupes au Yémen, on a des troupes en Somalie. Et puis, combien de temps a duré le Vietnam? Et on est parti sans victoire. Alors ceux qui pensent qu'au bout de 100 jours, c'est déjà long et que ça va bientôt se terminer, non. Cette guerre-là, elle peut durer tout le reste de ma vie, au point que mon fils, et même le fils de mon fils, pourraient encore se battre dans ce qui découlera de ce conflit. Qui aurait cru? Qui aurait cru qu'il y aurait aujourd'hui des jeunes, pas juste des jeunes, les fils et les filles de l'Amérique, qui sont maintenant dans l'armée, parfois même à des postes élevés,
et qui se sont engagés pour aller combattre dans la guerre mondiale contre le terrorisme, alors qu'ils n'étaient même pas nés quand le 11 septembre est arrivé. Ils n'étaient même pas nés. Et quand on y pense, est-ce que cette guerre dans laquelle on est aujourd'hui n'a pas en fait tout le potentiel et tous les ingrédients qui rappellent l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie? Ce schéma d'escalade, de désescalade, encore et encore. Et on se retrouve 20 ans plus tard, toujours là. Eh bien oui, c'est exactement ça. Et si l'Américain moyen ne se réveille pas face à cette réalité, on va tous sombrer avec elle. Je pense que tu as raison sur le fait que cette guerre va continuer et qu'on va devoir la traverser. On verra bien ce qui se passe. Merci Tony d'avoir été avec nous aujourd'hui. Toujours un grand plaisir et à très bientôt. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Prenez soin de vous. Je suis sûr qu'on se reparlera très bientôt. Merci. Stray. Bonne chance, Ming. Thanks.